Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder les résultats de Booking et de Fico. Alors on commence tout de suite avec Booking qui ont fait un plutôt bon trimestre. Donc sur ce premier trimestre, on a 338 millions de nuits vendues. Donc ça fait une croissance de 6%, c'est très bien. Ensuite, en ce qui concerne le revenu, on a 16% de croissance pour faire 5 milliards 5 ce trimestre. Si on regarde le net income et les EPS avec la nomenclature GAAP, eh ben, on a une grosse croissance, 225% de croissance pour le net income et 239% de croissance pour les EPS. Mais bien sûr, ce qu'il faut prendre, c'est les EPS et les EBITDA ajustés par le management, qui va vraiment représenter plus ce qui est lié à l'opérationnel, sans prendre toutes les autres fluctuations qui sont pas intrinsèques au business. Mais on va quand même rapidement regarder tout à l'heure qu'est-ce qui compose le gap et l'ajusté en fait, quelle est la différence. Au niveau du cash flow opérationnel, une baisse de 2% et le free cash flow baisse de 2% également. Donc on revient sur cette histoire de gap et non-gap net income et EPS. Donc il vous suffit de descendre un peu plus dans le press release, en général tout est marqué à la fin. Donc il y a principalement deux choses qui ont permis de réajuster ce net income et ces EPS. Donc on a la ligne F qui est liée à la dette en fait qu'ils ont en euros et pareil, il y a une fluctuation de taux de change, tout ça. Et on peut le voir sur le trimestre de l'année 2025, c'était positif. Cette fois-ci, c'est négatif, donc ils ont réajusté comme ça. Sur l'année 2025, alors qu'on gagnait 389 millions ce trimestre, on en perd 333. Donc voilà, c'est comme ça qu'après on arrive principalement à un net income ajusté de 902 millions pour ce trimestre, comparé à 821 millions en 2025. Et après, il suffit de diviser avec le nombre d'actions en circulation et on obtient un EPS de 1,14 par action ce trimestre, alors qu'on avait 99 centimes le trimestre dernier. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand Booking ont publié leurs résultats, ils ont tout de suite perdu 7,5% sur leur cours de bourse. Donc, c'est pas leur meilleure publication de résultats. Bon, c'est quand même très bien, c'est OK. Ils ont notamment dit, si vous avez lu le transcript, ils avaient perdu à peu près 1 ou 2 points de pourcent de croissance sur à peu près chaque métrique et que ça, c'était lié au conflit qui est actuellement au Moyen-Orient. Donc voilà, on a un environnement qui est assez néfaste, on peut dire, pour Booking. Après, c'est du tourisme, c'est du voyage, c'est partout dans le monde et dès qu'il y a un conflit quelque part, ça peut les impacter. Et en général, le marché réagit à ça. Juste ici en bas, ils nous mettent un petit tableau aussi avec plein de métriques, l'évolution sur à peu près les 2 dernières années. Si on regarde le Room Night par exemple, ou même encore le Rental Car Day, idem pour le Airline Ticket, on voit qu'en général on a une croissance qui est un peu plus freinée si on compare aux autres métriques des 2 dernières années, aux autres croissances. Ce qui continue d'être bien par contre, c'est qu'on a toujours une forte croissance au niveau du modèle marchand plutôt que sur le modèle agency qui continue de décliner. Donc pour rappel, modèle marchand, le client paye directement sur Booking, Booking garde les sous en attendant et les reverse seulement 2 3 jours avant l'arrivée du client dans l'hôtel. Alors que le modèle agency, on a un client qui va directement payer sur place à l'hôtel et après, l'hôtelier reversera la commission directement à Booking. On a vu que le modèle marchand était très positif, notamment au niveau du BFR, le fait d'avoir l'argent avant de produire la prestation, c'est quelque chose qui est plutôt bon pour l'entreprise. Maintenant, on va regarder quelques points que j'ai bien aimés en lisant le transcript. Premièrement, on a eu une question notamment sur la croissance qu'il y a aux États-Unis. Et donc l'analyste a demandé en gros comment se fait-il qu'on a eu une si belle croissance aux États-Unis et que c'était la plus belle croissance depuis qu'ils sont sur ce marché-là, ou en tout cas une des plus grosses croissances depuis un moment. Et donc le CEO dit qu'il est très content qu'ils ont investi énormément aux États-Unis et que bah, ils sont contents des retours sur investissement et de la croissance. Et donc c'est top parce qu'on a toujours le CEO qui dit qu'ils sont en train de prendre des parts de marché aux USA. Et après on a le CFO cette fois-ci qui intervient, qui vient mettre un peu de nuance, donc qui reste assez conservateur dans bah, les résultats qu'ils ont eus. Parce que les USA, c'était pas le segment principal de Booking et c'était vraiment au fond de leur chiffre d'affaires, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est content de voir de la croissance dessus. Et donc le CFO dit que c'est très bien, ils en sont contents, mais que pour eux, il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop hâtives.
Pendant de nombreux trimestres, on a eu un ADR, donc un prix moyen qui était flat. On avait une fenêtre de réservation qui était beaucoup plus faible. Enfin bref, il y avait tout un tas de petites métriques comme ça qui montraient que c'était pas encore bien stable pour avoir une bonne croissance. Et qu'en tout cas, c'est très positif. Ils sont optimistes, mais je trouve ça bien qu'un management apporte un peu de nuance comme ça. Ensuite, là, j'ai pas cherché plus dans le transcript, mais je sais qu'il y avait une question un petit peu pour savoir bah, l'état de la situation avec le conflit au Moyen-Orient et comment ça allait évoluer. Et donc, ce que le CEO a dit, c'est que ils ne savent pas quand ça va se terminer, mais ils savent que on est sûr ça prendra fin à un moment, ça va se terminer et que bah, le voyage va reprendre. Et ce que le CEO nous dit en fait, c'est que c'est toujours redevenu à la normale, que le voyage va reprendre, comme ça a été le cas avec le Covid, comme ça a pu être le cas avec bah, toutes les crises financières qu'il y a pu y avoir, toutes les crises pétrolières, enfin, le voyage s'en est toujours remis malgré les grosses crises qu'il a traversées. Voilà, j'ai retrouvé le moment où ils ont abordé le sujet. Donc, même quand il y a eu le 11 septembre, même quand il y a eu les crises économiques, quand il y a eu les éruptions volcaniques en Islande, enfin bref, tous les trucs qu'il y a pu y avoir, le CEO était déjà présent en fait, et il a traversé toutes ces épreuves et le voyage s'en est toujours remis. Et donc on n'empêchera jamais les gens de voyager pour découvrir le monde. Maintenant, vraiment très rapidement, au niveau valorisation, on est à 15 fois le free cash flow, donc ce qui est très bien pour moi, pour une entreprise comme Booking, aussi qualitative, avec des bons retours sur capitaux, une bonne allocation de capital. Ils ont fait un split de l'action ce mois-ci, donc pour les petits portefeuilles, maintenant c'est accessible. Donc à 15 fois le free cash flow, moi je pourrais acheter. J'ai déjà beaucoup de Booking dans mon portefeuille, donc j'en achèterai pas, mais ça reste un bon prix, très correct. Et du coup, maintenant, on passe sur la deuxième boîte, donc Fico. Fico qui a présenté de très bons résultats. Juste ici, on a quasiment 40% de croissance du revenu. Net income et EPS non GAAP, 54% de croissance et 60% de croissance par rapport à 2025. Un free cash flow en croissance de 28%. Et après, rapidement, les rachats d'actions, parce que Fico donne de l'argent aux actionnaires uniquement via les rachats d'actions. Donc juste après la publication, le cours avait bien augmenté, voilà, on avait pris 12%, et pour Préard, dans la même journée, 12% aussi, je crois, hein. C'est revenu flat, ouais, ça, 10, 11%. Un peu dans la répartition de chiffre d'affaires, on voit que ça a été drivé par les scores, 60% de croissance, et le software lui a fait 7% de croissance. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le software, on a une très très belle croissance du modèle cloud, donc Fico Platform là qui voit ses revenus augmenter de 49% par rapport au même trimestre de l'année dernière, alors que l'ARR non plateforme on est à moins 8%. Donc ce qui est très bien parce qu'on a une plateforme qui est beaucoup plus rentable que un modèle qui est en dehors de la plateforme bah, Fico Platform. Ce que Fico avait expliqué aussi, c'est qu'ils ne forçaient pas leurs clients à passer sur ce nouveau modèle cloud et que la migration se faisait au fur et à mesure et que plus la valeur en fait était ajoutée par Fico, plus les clients allaient automatiquement vers ce modèle cloud platform. Donc voilà, pour moi, c'est très bien. Ensuite, quelque chose de vraiment très important, c'est qu'ils ont revu leur méthode de pricing pour les scores 10T. Donc voilà, ce que le CEO nous dit, c'est qu'à la place de facturer un score 4,95 et 33 de frais de financement, on est maintenant à un score à 99 centimes et 65 dollars de frais de financement. Donc là, on a plusieurs buts qui souhaitent atteindre avec un pricing comme ça. Donc bien sûr, le premier, c'est s'aligner avec le Vantage Score qui, il me semble, coûte le même prix. Donc pareil, si vous suivez Fico, vous en avez sûrement entendu parler, la concurrence, le Vantage Score, tout ça, tout ça. Et le deuxième but, c'est que les volumes des scores vendus restent élevés, parce qu'en fait, les scores sont achetés avant que le dossier bah, hypothécaire prenne fin. Ça se trouve, il peut être accepté, mais il peut aussi être refusé, mais le score sera quand même vendu. Donc là, l'avantage pour Fico, c'est qu'elle pourra vendre des scores à prix vraiment dérisoire, hein, quand on compare 99 centimes par rapport à 4,95 et que ça coûtera vraiment rien du tout, même si un dossier est refusé, qu'il ne va pas jusqu'au bout, et donc on n'a pas tous les frais de financement qui vont avec. Et donc le client de Fico aura moins de problèmes à payer un score, donc même comme je le dis, si le dossier ne va pas jusqu'au bout. Justement parce que bah, on a un prix dérisoire. Maintenant je repars vite fait sur cette histoire de d'alignement avec de prix avec le Vantage Score. Donc voilà, on voit juste ici le CEO
qui explique que bah on a une parité au niveau des prix. Maintenant, un Vantage Score coûte le même prix qu'un score FICO. Donc, ce que le CEO nous dit, c'est que si les clients sont préoccupés par le prix, et bah ils ont de la parité avec le Vantage Score ou le 10T. Ils ont le choix entre les deux, c'est le même prix. Et si ce qu'ils veulent, c'est le score le plus prédictif, et bah il y a le 10T. Donc voilà, je pense que c'est très bien cette histoire de prix qui a baissé pour le score, sachant qu'après les frais de financement, eux, ont augmenté. Donc je pense qu'ils ont bien calculé leurs coûts. Ensuite, rapidement, ouais, vraiment très rapidement, ils nous parlent un peu du Direct License Programme. Donc pour rappel, j'en avais abordé dans une de mes dernières vidéos sur FICO. Leur but, en fait, ça va être d'intervenir et d'être positionné à plusieurs étapes de la chaîne de valeur de toute cette histoire de crédit hypothécaire. Donc avant, on avait un modèle où FICO était très dépendant des trois gros bureaux de crédit qui avaient le monopole et qui, eux, étaient revendeurs du score FICO. Et donc, ils expliquent que le Direct License Programme, donc, c'était de revendre directement, enfin, de permettre aux resellers de pouvoir proposer le score FICO. Comme ça, ils avaient la possibilité d'être à plusieurs endroits de la chaîne de valeur et ne plus dépendre comme ça des gros mastodontes qui sont les bureaux de crédit et qui ont aussi d'ailleurs le Vantage Score. Et donc bref, c'est toujours en bonne voie. Ils ont signé avec trois d'entre eux, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils ont signé avec trois des cinq gros resellers. Ensuite, je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai que pour les scores, on a eu une très très grosse croissance. Donc on a eu notamment un environnement qui était plutôt favorable à tout ça, avec à un moment une baisse des taux d'intérêt. Donc bref, c'est pour eux quelque chose, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas forcément prévoir. Et c'est pour ça qu'en général, sur leur guidance, ils sont assez conservateurs, sachant que FICO n'a loupé quasiment aucune prévision de guidance qu'ils ont fait. Et donc maintenant, belle transition pour voir un petit peu ce qu'ils proposent pour cette année. Donc on voit qu'ils ont revu à la hausse la plupart de leurs métriques, avec 35% de croissance des bénéfices par action, 23% de croissance des revenus. Bref, très beau niveau de croissance pour la guidance 2026. Et donc, ce qu'ils disent aussi dans le transcript par rapport à cette guidance, voilà, donc ils nous le disent bien, hein, que même dans le passé, ils avaient une guidance qui était assez conservative au niveau des scores, et que pour cette année, ils n'anticipent aucune perte de part de marché concernant les scores. Donc toute cette histoire de concurrence avec le Vantage Score, tout ça, pour eux, ça n'a pas lieu d'être. Pour rappel aussi, on avait le CEO qui nous expliquait dans je sais plus quel transcript que le volume des Vantage Scores vendus était trompeur parce qu'il comptait dedans aussi les scores qui étaient gratuits. C'est-à-dire que quand quelqu'un commandait un score FICO, et ben à l'intérieur il mettait une petite enveloppe avec le score, le Vantage Score qui était offert, et ça comptait dans les volumes de vente du Vantage Score. Alors qu'on a un client qui a commandé un score FICO et qui s'en fout du Vantage Score. Donc voilà, on a eu une très belle publication de résultats pour FICO. Et au niveau de la valorisation, on est à 26 fois le free cash flow, qui est pas beaucoup, hein, ce qui est peu élevé, sachant que le niveau a un peu baissé là, vu qu'il y a eu une croissance du free cash flow à, je sais plus, 25%, je crois, on a vu, donc ce qui est énorme, et ce qui a fait baisser logiquement le multiple de valorisation. Sachant que le prix n'a quasiment pas bougé, hein, au final, on a vu que ça avait augmenté, pris 12% pour reperdre tout de suite après, quelques heures après. Donc pour moi, on a un niveau de prix qui est très correct, hein, franchement, pour acheter FICO. Si on se base sur les guidance qu'ils ont donné là, 25 à peu près de prix sur free cash flow pour ces niveaux de croissance, c'est vraiment un bon prix. Donc je vais réfléchir et voir ce que je fais. Peut-être que j'aurai acheté du FICO d'ici la prochaine vidéo. Donc on verra ça. Voilà, pour rappel, n'hésitez pas à passer par mon lien pour ouvrir un compte chez Interactive Broker. Laissez-moi un commentaire et un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour les futures vidéos. Voilà, à plus.